Arrivés de plusieurs chefs d'État à Yamoussoukro, ils prendront part à la 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'ouvre finalement demain dans la capitale politique. Les partis politiques et les structures de la société civile ont pris part au forum citoyen initié par le CERAP. Ils donnent leur vision du processus de réconciliation et de la reconstruction nationale. Et puis au Mali, les rebelles du MNLA ont été chassés de Gao par les membres du mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest. Le bilan des affrontements fait état de 20 morts. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI1 et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Je vous le disais à l'instant, initialement prévu pour débuter aujourd'hui à Yamoussoukro, c'est finalement demain, vendredi, que s'ouvre la 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs chefs d'État sont arrivés dans la capitale politique pour prendre part à la rencontre. Après Hélène Johnson-Sirleaf du Libéria et de Mahamadou Youssoufou du Niger dans la matinée, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est arrivé cet après-midi le premier dans la capitale politique aux environs de 17h30 à l'aéroport pour l'accueillir. Le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président burkinabé a reçu les honneurs militaires, suivi d'un accueil chaleureux des Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire et autres ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Ont succédé au président du Faso quelques minutes après le chef d'État du Sénégal Macky Sall et le président par intérim de la Guinée-Bissau. Comme leurs prédécesseurs, ils ont été accueillis par le président de la République Alassane Ouattara ainsi que leurs ressortissants en Côte d'Ivoire après avoir reçu les honneurs militaires. Tous ces chefs d'État prendront part donc demain à l'ouverture de la 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce sera à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Changement de calendrier qui verra la tenue de la rencontre en une seule journée. Ce soir, le président d'exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, donne un dîner de travail à ses pairs en sa résidence. Ils vont certainement discuter de certains sujets avant la rencontre de demain, nous dit Victoria Angwache. La 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'ouvre vendredi à Yamoussoukro. Prévue sur 2 jours, la conférence va se tenir en une journée. Décision du président en exercice, le président Alassane Ouattara. Face à l'urgence du moment, les sujets relatifs aux crises maliennes et bissau-guinéennes, la présentation et l'examen du rapport intérimaire 2012 du président de la commission de la CEDEAO, et de ceux de la 68e session ordinaire et de la 11e session extraordinaire du Conseil des ministres, ainsi que celui du président du comité des chefs d'État-major seront vus. Ces séances seront traitées à huis clos, avec en toile de fond la question de la nomination des commissaires de la CEDEAO. Fait marquant, c'est le dîner de travail que donne ce jeudi soir le président Alassane Ouattara à ses homologues. Il est certain que plusieurs problèmes seront aplanis avant l'ouverture de la 41e session vendredi matin. Une 41e session annoncée avec le discours de bienvenue du président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara. A signalé la prestation de serment et le discours du président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, et les allocutions du président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, et du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Saïd Djinit. Il faut ajouter que la cérémonie de clôture sera meublée par la signature des actes et décisions de la CEDEAO, la lecture du communiqué final, une motion de remerciement, le discours de clôture du président en exercice de la conférence et probablement une conférence de presse. Retour ici à Abidjan où on parle économie. Après la production d'une étude sur les structures d'appui aux PME, petites et moyennes entreprises et les intermédiaires financiers, plusieurs représentants de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA étaient à Abidjan pour sa validation. Cette étude a fait le diagnostic des dispositifs d'accompagnement financier existants dans la zone UEMOA et proposé des conditions adaptées à l'offre. Lassina Ouattara. Conscient que l'amélioration de l'accès des PME et PMI au financement pourrait fortement impulser leur développement et contribuer à la diversification du tissu économique, facteur de création d'emplois et de réduction de la pauvreté, des experts de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se sont retrouvés à Abidjan en vue de rechercher des voies et moyens pour rendre disponible et adapter l'offre des services financiers et non financiers. Un atelier sous-régional a permis de valider le rapport de l'étude sur les structures d'appui aux PME et les intermédiaires financiers de l'UEMOA. Aujourd'hui, nous avons fait un diagnostic de ces structures
c'est-à-dire l'état des lieux, les problèmes que rencontrent ces structures et des propositions ont été données par des consultants que nous avons identifiés pour cette étude. Et c'est les conclusions de ces consultants que nous sommes en train de valider et pour déboucher à un programme d'action qu'il faut mettre en œuvre à court et à moyen terme et pouvoir permettre aux entreprises d'accéder au financement. L'Union envisage également la mise en place de mécanismes de garantie, de crédit bail, de capital risque, ainsi que l'allègement des conditions d'intervention et l'incitation du secteur financier à adapter l'offre de services financiers aux besoins et contraintes des PME-PMI. Les PME représentent environ 80 à 90% des entreprises de l'espace UEMOA et contribuent à hauteur de 20% du PIB des États membres. Les partis politiques et les structures de la société civile se sont retrouvés au forum citoyen initié par le Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP pour donner leur vision du processus de réconciliation et de reconstruction nationale. Mamadou Kwasi, Alexis Oudraogo. Initié par le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, en collaboration avec la Banque mondiale, le Forum citoyen vise à permettre aux partis politiques et aux acteurs de la société civile d'apporter leur vision du processus de reconstruction et de réconciliation. Il faut nourrir la réflexion, il faut nourrir le débat par des personnalités qui ont un regard extérieur et qui ont un regard critique pour permettre un développement durable et que les investissements qui sont faits se fassent effectivement dans un climat apaisé. Pour la réconciliation, les avis divergent. Si certains proposent le diagnostic des différentes crises, d'autres par contre pensent que les problèmes sont connus et qu'il faut passer aux solutions. Si on ne se met pas en tête qu'il faut éviter cela, qu'il faut éviter de faire la promotion de la division ethnique, de la division religieuse à travers nos partis politiques, je crois que tout ce que nous sommes en train de faire là, ça va prendre encore du temps. Il faut modifier tous les textes portant création des entreprises pour faciliter la création des entreprises dans notre pays. Et si ces entreprises-là viennent, les jeunes des deux bords, qui avec leurs fusils sont des gens bien ou avec leur militantisme des gens bien, qui puissent trouver un travail en entreprise, un emploi rémunéré mensuellement et puis qu'ils puissent voir la vie autrement que par la violence, par la belligérance. Déjà il y a des signaux auprès des populations pour montrer que on veut aller à la réconciliation. En ce moment chacun se dit, moi on ne m'a pas oublié, mes torts peuvent être corrigés. Bon, j'ai l'oreille maintenant pour écouter ce que l'autre va dire. Selon la société civile, la réconciliation doit commencer par l'engagement des acteurs politiques. Les Ivoiriens se sont toujours entendus. Et personne, aucune ethnie a un problème contre une autre ethnie en Côte d'Ivoire. Le problème véritable, c'est un problème politique. Et ce sont les leaders politiques qui doivent se rencontrer. S'ils se rencontrent là, le lendemain là, la paix va s'installer. À la sortie du premier forum citoyen, le CERAP compte vulgariser les recommandations et surtout les mettre à la disposition de la commission dialogue, vérité et réconciliation. Voilà, c'est un reportage signé Mamadou Kwasi et Abou Sanogo. Dans l'actualité sanitaire ce soir, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui vient d'initier un projet de carnet électronique de vaccination. Ce projet permettrait, selon les initiateurs, de réduire d'ici à 2017 le taux d'abandon des vaccins de plus de 50%. La présentation de ce carnet électronique de vaccination a eu lieu à Cocody. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Ce projet permettra, selon les initiateurs, de réduire d'ici à 2017 le taux d'abandon des vaccins de plus de 50%. Selon Cassie Léon-Paul, le directeur général de la structure en charge de la mise en œuvre du projet, il s'agira de mettre sur pied un service web dénommé OPI-SMS qui fournira aux usagers à travers le SMS des informations sur l'importance de l'hygiène sanitaire, notamment le rappel des dates des vaccins, faciliter aux populations la délivrance du certificat individuel via SMS et email et sauvegarder les données relatives aux vaccins à partir d'une souscription annuelle de 1000 francs CFA. C'est un moyen de communication de masse sur les informations sanitaires et d'hygiène, c'est-à-dire la population pourra recevoir les informations sanitaires et ensuite pourra aussi interroger le serveur de la plateforme pour avoir des informations. Ensuite, c'est un moyen intéressant pour avoir des données statistiques fiables pour les décideurs afin d'orienter les décisions.
Pour Olivier Akoto, représentant le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, avec le carnet électronique de vaccination, la perte de la carte de vaccination physique ne devrait plus être un souci. Notons que le service OPI SMS permet à tout adhérent de visualiser en ligne son carnet électronique de vaccination et de justifier les vaccins effectués en cas de perte ou de contrôle dans les aéroports. Et en cas de rappel de vaccin, le souscripteur est informé 2 jours avant par SMS ou par email. Atmosphère chaude aujourd'hui au marché Forum d'Adjamé. Les commerçants y sont priés de quitter les lieux pour un embellissement du marché et l'instauration de la sécurité par la mairie. Cette décision ne semble pas enchanter les commerçants qui n'ont pas manqué de crier leur colère. Le constat d'Honorine Anigori. Le boulevard Nangui à Brogoua ne reflétait pas aujourd'hui son ambiance des jours ordinaires. Motif, le Forum d'Adjamé fermé. Les commerçants sommés de quitter les lieux par la mairie d'Adjamé qui veut lutter contre l'insalubrité, protéger les commerçants et construire de nouveaux magasins. Il s'agit de faire un réaménagement dans le forum des marchés d'Adjamé. Capacité d'accueil 12 000 places. Aujourd'hui, moins de 5 000 personnes. Ça veut dire que le marché est vide. Le marché n'est plus rentable. Le marché est devenu vétuste. Le marché est insalubre. Il n'y a même plus de souris, mais il y a des rats dans le marché. On a même tué un gros serpent dans le marché. Le marché est exposé à un incendie. Faut-il accepter cette situation? Ou bien parer au pire? Non, je vais par la deuxième option. Parer au pire. Les commerçants ne voient pas les choses de cet œil. Eux qui disent avoir déboursé assez d'argent pour se trouver un magasin. Ces commerçants ont des titres de propriété puisqu'ils ont payé leur place à 350 000 qui coûte de 2 000 à 2025. Donc nous sommes surpris que le promoteur, son contrat n'arrive pas à expiration pour un projet qui a été réalisé il y a seulement 10 ans. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui trouvent que le marché avait été mal fait. Au contraire, comme on le dit, les commerçants vont s'apprêter même à poursuivre ce Saïdé en justice parce que c'est qui était venu nous arnaquer. Le promoteur n'a pas été trouvé sur place. Le ministre d'État Gilbert Kafana Koné, député de Yopougon, a présidé dans sa circonscription électorale la fête de l'excellence organisée par l'Institut Saint-Silver. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves ont été primés. Thérèse Yoboué. Ce sont au total, pour cette année scolaire, 37 élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 13 qui ont été récompensés. Le super prix de l'année est revenu à l'élève Yao Kwaku en classe de terminale D avec une moyenne de 13,47. Il a reçu de nombreux lots, plus un ordinateur portable des mains du parrain, le ministre d'État Gilbert Kafana. Il s'est félicité de la qualité de l'enseignement dispensé au vu des résultats et aussi de l'encadrement des enfants avec l'implication des parents d'élèves venus nombreux à cette cérémonie. Il a encouragé la direction de l'école à continuer dans l'excellence et les élèves à toujours avoir en idée la culture de l'excellence. C'est l'école de demain que vous êtes en train de façonner aux récipiendaires. À partir de maintenant, ils n'ont plus le droit de reculer. Ils doivent avancer, faire mieux tous les jours. En marge de cette fête, plusieurs activités ont été menées, dont une conférence sur le thème « La redynamisation de l'école », prononcée par Nyango Camille, inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale. Il est revenu sur le tableau sombre que présente notre système éducatif, marqué par les mauvais résultats scolaires, la corruption, la tricherie, avant de faire des recommandations qui tiennent en la définition de nouvelles orientations avec des débouchés pour les élèves. L'excellence a donc été célébrée à Yopougon, espérant que ces brillants élèves puissent avoir un taux de réussite satisfaisant aux examens scolaires. D'ailleurs, ces examens, comment seront-ils organisés? La transparence et la rigueur seront-ils au rendez-vous? Pour répondre à ces questions, je reçois pour vous, chez vous, Koroma Ibrahim. Il est inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir, monsieur Koroma. Bonsoir, M. Ali Yarasuba. D'accord. Demain, donc, c'est le lancement des examens à grand tirage. Mais avant de parler de ces examens à grand tirage, M. Koroma, un mot sur le déroulement de l'année scolaire. Est-ce que les programmes sont bien achevés?
Oui, depuis mai, nous avons eu des statistiques. Plus de 98% des programmes ont été bel et bien achevés. Alors, le taux de réussite aux examens de l'année scolaire était insatisfaisant. Qu'est-ce qui a été fait cette année pour améliorer ce taux? Écoutez, nous avons essayé au niveau du ministère de travailler surtout en réorganisant nos établissements. Mais il faut tout de suite vous dire que, parlant de résultats améliorés, il faut, par rapport à l'état où nous avons trouvé nos établissements, attendre quand même quelques années pour qu'ils soient améliorés. Et nous sommes en train de travailler présentement sur de nouveaux programmes. Et une fois le programme remis en ordre, c'est sûr et certain qu'avec l'année prochaine, nous allons amorcer quand même déjà un bon départ. Quel examen scolaire pour cette année 2012? Écoutez, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Écoutez, nos examens pour cette année 2012, c'est surtout que nous voulons avoir une participation active de tout le monde autour de ces examens. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi, avec surtout Madame le ministre en tête, un slogan: engageons-nous tous pour la réussite de nos enfants aux examens scolaires. Et cela sans tricherie. Cet engagement passe naturellement par des mesures pour éviter la tricherie. Bien sûr, vous savez. Quelles sont ces mesures? Je ne peux pas tout dévoiler ici parce que sinon, certains se prépareront en conséquence. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà nous avons mis une plateforme en place où des personnes pourraient nous envoyer des SMS pour nous annoncer des alertes. Et notre plateforme peut recevoir plus de 100 000 SMS en 1 heure. Et qu'est-ce que vous attendez des acteurs de l'école, exactement? Du côté d'abord des enseignants, nous attendons ce qu'ils savent toujours bien faire, mais beaucoup encore plus de conscience professionnelle. Et surtout qu'ils évitent de tomber dans des appâts qui seraient peut-être ceux qui pourraient les amener surtout à tomber peut-être dans un accompagnement au niveau de la tricherie. Dieu merci, ils sont nombreux ceux qui évitent cela. Du côté des parents, là aussi, il faut dire que certains parents ne jouent pas le jeu franc, souvent. Nos enquêtes ont prouvé que des parents étaient mêlés souvent à la fraude, et donc à la tricherie. Nous souhaitons voir les parents vraiment de manière ardue faire comprendre à l'enfant que l'effort personnel seul peut être durable et certain pour cet enfant-là lorsqu'il obtient un diplôme. Et puis du côté des élèves, c'est leur montrer que la tricherie n'apporte pas grand-chose. La tricherie vous rattrape toujours en chemin. Il faut des efforts aussi personnels et que ce qu'ils auront comme épreuve cette année, ce sont des choses que l'élève moyen peut réussir. Donc ils n'ont pas à avoir peur, qu'ils jouent le jeu franc et ils auront certainement de bons résultats. Vous parliez à l'instant de tricherie. L'année dernière, des enseignants ont été pris en flagrant délit de tricherie. Alors, que sont-ils devenus? On n'a plus entendu parler d'eux. Donc, vous parlez d'enseignants pris en flagrant délit de tricherie, mais il y a aussi des élèves qui ont été pris en flagrant délit de tricherie. Écoutez, les choses ont suivi le cours. Certains ont été sanctionnés. Maintenant, le ministre a signé, il y a à peine 1 mois, des décisions où certains sont revoqués, ils ne peuvent plus participer aux examens, et certains seront soumis, selon la gravité de la faute, ils seront soumis au conseil de discipline. Je l'ai dit à l'entame de cet entretien, demain vous lancez les examens à grand tirage. Oui, demain, 29, plus précisément à partir de 14 h, nous lançons les examens à grand tirage. Quand je dis nous, il y a le ministère de l'Éducation nationale, il y a le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, il y a le ministère de la Culture et de la Francophonie, et ces examens à grand tirage seront lancés et suivis surtout du tirage au sort des épreuves complémentaires. D'accord. Voilà. Vous parliez tout à l'heure du SMS. Ceux et celles qui ont des informations à vous procurer pourraient passer par des SMS. Est-ce qu'on peut avoir le numéro? Oui, le numéro. Pour l'instant, nous avons un seul numéro, mais ils peuvent être sûrs qu'ils peuvent envoyer autant qu'ils voudront, on recevra cela. Il y a le 41 50 0070. Merci à vous, Monsieur Koroma, pour avoir répondu à nos questions. Merci donc pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes inspecteur général
inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup, mais ça fait aussi peu. Merci à vous. On change à présent de registre, direction Bondoukou pour faire le point des projets de développement et de réduction de la pauvreté. 31 projets ont été financés par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, dans la région du Gontuyo. Sur la liste des bénéficiaires de ces projets, plusieurs villages. Le détail avec Eugène Atoubé. Banyangassié, village de la sous-préfecture de Bondoukou. Une localité sans électricité, sans eau potable, sans maternité. Un village aux habitations sommaires, mais qui figure parmi les 6 villages bénéficiaires dans la région de Bondoukou du projet Parc OMD, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement en soutien au gouvernement de Côte d'Ivoire dans sa politique de lutte contre la pauvreté. À Banyangassié, il s'agit d'une ferme avicole de 1000 poules pondeuses en exploitation depuis mi-mai de cette année. 38 personnes, dont 18 femmes regroupées en coopérative, gèrent au quotidien cette activité dans laquelle les membres placent l'espoir de leur réalisation sociale et toutes leurs espérances. Je vais partager avec des bénéfices en deux. Voilà celui qui est membre là, il prend ça. Et puis il y a l'autre qui reste là, un qui reste là, qui a donné les gens à l'école et puis il y a maladie, de soigner ça, à cause de ça, on a fait les projets. Auparavant, on était dispersés, chacun de son côté. Mais aujourd'hui, le PNUD d'arriver, ce projet nous a mis ensemble et que nous travaillons ensemble dans la communion. Les populations de Banyangassié réalisent aujourd'hui que l'union a un intérêt, facteur de progrès et de développement. Et c'est de cette prise de conscience qu'est née la coopérative Kanwori, qui veut dire en langue kolango, soyons unis. De cette union, les nouveaux agriculteurs puisent leur force pour atteindre l'objectif de 30 plateaux d'œufs par jour, après la période de ponte prévue pour fin août 2012. Au prix de 1500 francs CFA le plateau, c'est un pactole de près de 45 000 francs CFA de recettes journalières, soit 1 350 000 francs CFA par mois. Un beau pactole qui va sûrement changer leur vie. Ce changement de vie, les membres de l'association Mikoromi Ango aussi le rêvent. C'est encore le PNUD qui l'a suscité en octroyant à cette association dans le village de Yezimala une exploitation porcine de 13 loges. Le noyau de démarrage du projet se compose de 5 truies, toutes en gestation, un verra et un porcelet. 40 personnes membres de Mikoromi Ango s'investissent corps et âme pour la réussite de ce projet, faisant même preuve d'ingéniosité pour surmonter les obstacles financiers, notamment le manque d'argent pour acheter la nourriture de porc, les produits vétérinaires et de prophylaxie. En matière d'élevage, les aliments coûtent extrêmement cher. S'ils ont les éléments de base que sont le maïs pour les poulets, le maïs et le manioc pour les porcs, du coup, ils réduisent considérablement les charges en matière d'aliments. Et donc, ça peut vraiment les aider. Le projet, véritablement, va nous donner la satisfaction, c'est-à-dire l'épanouissement. Ça va nous aider à sortir de notre pauvreté, c'est-à-dire à pouvoir prendre soin de nous, à pouvoir se prendre en charge, scolariser nos enfants. Agriculteurs à l'origine et instruits de leurs échecs antérieurs, les membres de la coopérative Mikoromi Ango ont pris l'engagement devant les responsables du projet Parc OMD et le représentant du ministre du Plan du Développement de faire de l'élevage de porc leur instrument de lutte contre la pauvreté et surtout être une référence parmi les projets du genre. Des projets élaborés dans plusieurs régions en fonction des aspirations et des besoins des bénéficiaires eux-mêmes, encadrés sur le terrain par les techniciens de la NADER dans tous les domaines de compétences que requiert chaque projet. Le problème, c'est que souvent, quand le suivi de la NADER finit et qu'il n'y a plus de contact permanent avec eux, il y a des relâchements. Donc on souhaiterait que, peut-être que les organismes partenaires puissent nous aider à pouvoir aider les bénéficiaires sur un long temps, pour que vraiment on envisage un bon résultat. Demain s'annonce meilleur pour les éleveurs de porc de Yezimala. Quand les truies auront mis bas,
leur production va rapporter assez d'argent pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs parents. Mikorimi Ango peut même investir dans d'autres activités génératrices de revenus et dans des projets communautaires. C'est justement ce qu'attend le PNUD comme indicateur de pérennité et facteur motivant pour financer d'autres projets de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources halieutiques et de la production animale était en tournée de sensibilisation à Katiola. Les différentes rencontres qu'il a initiées avec les populations et sa médiation ont amené la réconciliation entre éleveurs et agriculteurs. Le témoignage de Charles Tatou. Département de Béoumi, deuxième étape de la tournée de sensibilisation du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, dans les régions de Beke et du Hambol. Deux grands groupes composent la population de cette circonscription administrative, au sein de laquelle on identifie 17 tribus. Ici, ces populations autochtones, à l'instar des autres peuples du pays, ont accueilli depuis belle lurette les communautés allochtones sur leur sol. Et l'harmonie régnait entre toutes ces communautés quand est survenue la crise militaro-politique de 2002 qui a vu la loi foutre le camp, favorisant, comme dans toutes les ex-zones TNO, l'installation illégale des éleveurs avec pour conséquence les destructions de plantations et les affrontements sanglants entre eux et les agriculteurs. Ces conflits de cohabitation ne pouvaient rester sans règlement à l'ère de la nouvelle Côte d'Ivoire après crise. Conscientes de leur contribution au retour de la paix dans le pays, les populations baoulées ont abandonné leur colère. Après Béoumi, la délégation du ministre Adjoumani s'est rendue à Katiola, troisième et dernière étape de sa tournée. Issue d'un peuple allié aux Baoulés et aux Malinqués. Dans toutes les localités qu'il a visitées, le ministre a su utiliser les valeurs culturelles comme instrument, surtout le pacte de non-agression qui lui a permis de décrisper l'atmosphère et d'amener les uns et les autres à reconnaître leurs torts pour la réconciliation, gage de la restauration de la cohésion et de la confiance. Nous sommes venus en ayant d'abord des appréhensions, parce qu'il s'agit de régler des conflits qui opposent des individus. Et en la matière, il faut faire preuve de tact, d'intelligence et également de lucidité. Pour prévenir les crises et consolider la paix dans les zones propices à l'élevage, plusieurs mesures sont annoncées, dont la mise en place des comités de règlement de litiges dotés de moyens. Le ministre de la Culture et de la Francophonie vient de signer une convention avec l'Association internationale des maires francophones. Cette signature a réuni au siège de l'AIMF en France, outre le ministre de la Culture Maurice Kwaku Bandama, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, son Excellence Denise Oufouette-Boigny, le maire de la ville de Grand-Bassam, Martin Aka Anokwa, et le secrétaire permanent de l'AIMF, Pierre Baillet, la précision de Lassina Ouattara. La convention entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Association internationale des maires francophones, AIMF, a pour but de soutenir Grand-Bassam, ville balnéaire près d'Abidjan, la capitale ivoirienne, et d'appuyer sa candidature en vue de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. La délibération se déroule en ce moment à Saint-Pétersbourg, en Russie, jusqu'au 6 juillet 2012. Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagné d'une forte délégation pour cette ultime assemblée, censée déterminer les élus à ce label, y sera dans les prochains jours. Pour la ville de Grand-Bassam, cette inscription permettra la restauration de son patrimoine hérité de la colonisation. Pour le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, cette initiative aura pour avantage de labelliser la destination Côte d'Ivoire et de créer des emplois grâce aux travaux de restauration et au tourisme. L'occasion était aussi bonne après cette signature de convention pour le ministre de la Culture et de la Francophonie de participer à un débat organisé par le service culturel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour expliquer les enjeux et les perspectives de l'acquisition récente faite par la Côte d'Ivoire d'un atelier résidence à la Cité internationale de Paris. Relance du tourisme en Côte d'Ivoire, un hôtel de 5 étoiles est annoncé. La pose de la première pierre de cet édifice s'est déroulée à Port-Boué où l'hôtel sera construit. Coût du projet, 25 milliards de francs CFA. Jean-Jacques Oméala. Situé à quelques mètres de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué,
L'hôtel, le Radisson Blu Abidjan Airport, dont la première pierre a été posée par 3 ministres de gouvernement, est un complexe hôtelier de 5 étoiles qui compte 252 chambres. Selon le ministre du Tourisme, le projet va coûter 25 milliards de francs CFA, créer 250 emplois directs, 500 emplois indirects et loger les touristes dont l'ambition du gouvernement est d'accueillir 500 000 par an d'ici 2015. Ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara de réaliser 15 établissements hôteliers de haut standing en Côte d'Ivoire. Et en moins d'1 an, c'est le 4e groupe hôtelier qui est annoncé. Cette infrastructure hôtelière va conférer un cachet spécial en termes d'embellie à cette zone aéroportière. La dite zone va connaître d'autres initiatives du même genre et tout aussi importantes dans les mois à venir. Avant la pose de la première pierre, 2 conventions ont été signées pour marquer l'installation du Radisson Blu Abidjan Airport. La première a été consacrée à un prêt de 25 milliards entre les partenaires financiers Afreximbank et la BGFI. Et la seconde convention est une assistance technique qui lie l'entreprise Quara Investment pour le respect des normes standards en matière d'hôtellerie et le groupe Qualson Riser, promoteur de l'hôtel. L'enjeu de cet investissement, il faut venir dans un pays qui sort de la crise et on fait confiance au pays, on sait que ça va aller. Et le nombre d'hôtels n'est pas suffisant, même avec l'implantation de Radisson. Vous-même, vous voyez quand vous partez dans les hôtels actuellement, quand il y a des conférences, il y a des clients qui n'arrivent pas à se loger. Les travaux de l'hôtel vont démarrer avant la fin de l'année 2012, durer 24 mois. Dans le reste de l'actualité africaine, les rebelles du MNLA ont été chassés de Gao par les membres du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, MUJAO. Le bilan des affrontements fait état de 20 morts. Selon la Croix-Rouge, aujourd'hui, 40 blessés étaient soignés à l'hôpital de Gao. C'est à la une de tous les quotidiens parus ce jeudi à Bamako. Ce que la presse malienne appelle la guerre dans la guerre a eu lieu mercredi à Gao, dans le nord du pays. Les combats ont tourné à l'avantage des islamistes du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. D'après les témoignages recueillis sur place, le MUJAO a réussi à déloger le mouvement national pour la libération de l'Azawad de Gao, une ville que la rébellion Touareg contrôlait depuis 3 mois. Il n'y a pas un seul combattant du MNLA à Gao, il n'y a pas un seul responsable du MNLA à Gao. Il y a beaucoup de gens du rang de MNLA qui sont arrêtés, qui se trouvent au niveau du commissariat avec les MUJAO. Les affrontements à Gao entre les islamistes du MUJAO et les rebelles Touareg du MNLA ont été particulièrement violents. Le bilan est lourd, au moins 20 morts et plusieurs blessés. Parmi les victimes, des officiers supérieurs Touareg, mais aussi des civils. Ce qui provoque une vive réaction de la part du gouvernement de transition malien. Les éléments qui occupent illégalement cette partie du pays sont des éléments à condamner par la communauté internationale. Le Mali, en ce qui le concerne, fera tout pour que ces éléments-là soient identifiés, soient arrêtés et soient également punis, conformément à la législation en vigueur ici. Un calme précaire règne ce jeudi à Gao. Les islamistes du MUJAO procéderaient à des opérations de ratissage dans la ville. Objectif, arrêter les rebelles Touareg encore en fuite. La crise au Mali sera certainement au cœur de la 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce sera à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, vous le savez. Un sommet qui sera présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Et puis, la deuxième demi-finale de l'Euro 2012 a pris fin il y a quelques minutes. L'Italie a eu raison de l'Allemagne. L'affiche de la finale est donc connue. Espagne-Italie, ce sera ce dimanche. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne qui rassemble. Je vous retrouve demain à 20h et ce sera toujours avec le même plaisir. Bonsoir.